Alors, bonjour tout le monde. Je suis Hervé Prince-Abodjan. Je suis professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire de la francophonie économique. Et je suis très heureux de vous recevoir dans le cadre de ce troisième webinaire qui est une série de webinaires que l'Observatoire de la francophonie économique organise avec le Centre de développement de l'OCDE, que je salue, dont je salue les représentants ici. Euh, Ce webinaire-ci va se faire non seulement avec l'OCDE, mais également avec le réseau de la CPCCAF qui sont très, très bien représentés ici. Euh, Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Maître Emmanuel Letourneau qui va animer ce webinaire. Si Maître Letourneau le permet, je vais la présenter. Maître Letourneau est membre du barreau de Montréal et de Paris. Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Laval qu'elle a fait en échange avec l'Université Paris-Assas. Elle est titulaire également d'une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Montréal, d'un certificat en gouvernance du Collège des administrateurs de société, d'un certificat en gouvernance et développement durable de l'Université Berkeley. Elle est présidente de l'Etourneau Gouvernance Entreprenante, fondée en 2016 à Montréal, qui a des bureaux partenaires à Paris, à Bruxelles et au Maroc, avec les associés en gouvernance. Elle soutient tout type d'entreprise, dont les PME familiales, à améliorer leurs pratiques. Et avant de lancer son entreprise, elle a exercé chez Bombardier Transport, à l'Autorité des marchés financiers du Québec, à la Banque nationale du Canada, chez Desjardins Capital, où elle travaillait auprès des PME du Québec. Maître Letourneau est une conférencière, elle est formatrice, elle est enseignante également. Elle est auteure de plusieurs articles et trois ouvrages, dont un publié récemment qui s'intitule La gouvernance d'entreprise à l'ère de la responsabilité sociale et environnementale, ouvrage qui a été publié aux éditions Yvon Blair en 2023. Merci beaucoup, Maître Letourneau, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Comme je l'avais annoncé, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série. Le premier avait été consacré à l'inclusion financière. Le deuxième a été fait récemment, la semaine dernière, hein, avec la chaire en gouvernance et droit du commerce international que j'ai le plaisir de diriger. Et nous l'avions fait sur le partenariat entre le Québec, le Canada et l'Afrique. Et celui-ci est le troisième que nous réorganisons, comme ça avait été annoncé, avec l'OCDE en collaboration avec la CPCCAF. Alors, merci beaucoup à tous. Merci d'être venus massivement nous écouter ce matin pour Montréal, cet après-midi pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et je laisse la parole à Maître Letourneau pour animer le webinaire. Merci beaucoup. Bonjour et merci à vous, Monsieur Prince, à Madame Marchand et aux autres personnes pour m'offrir cette tribune-là pour parler des PME, en fait, animer les interventions des diverses personnes. J'ai la chance de connaître les PME tant d'un côté familial, donc j'ai marié une famille d'entrepreneurs de génération en génération. J'ai bien compris après 20 ans les défis que tout cela apporte d'un point de vue du Québec. Et puis, j'ai aussi euh, appris beaucoup de choses en finançant des PME alors que j'étais chez Desjardins Capital et à quel point les pratiques de gouvernance étaient très utiles pour sécuriser les fonds qui étaient investis par les investisseurs dans les PME. Alors, je suis bien contente de retrouver ce, ce sujet-là et de le partager avec Dr. Sika Limazi, qui va nous présenter une recherche. Madame Limazi est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Lomé, qui est au Togo.
Elle est économiste, planificatrice au ministère de l'Aménagement et du Développement des territoires, chercheuse associée au sein de l'équipe de recherche en économie agricole et appliquée de l'Université de Lomé. Elle est également jeune experte associée à l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal, où elle mène des travaux sur la compétitivité des PME, la transformation numérique et l'économie durable dans les pays francophones. Elle a plus de 50 ans d'expérience en recherche économique. Elle développe une expertise solide en économie agricole, entrepreneuriat rural, finances climatiques, évaluation d'impact des politiques publiques. Lauréat de la bourse Forge de l'Office de l'OFE et du One Planet Fellowship of c'est écrit en français, en anglais, de African Women in Agricultural Research and Development. Elle a développé plusieurs projets avec des institutions internationales. Alors, merci, Madame Limazi. Vous êtes accompagnée de Andrea Cinque, qui est économiste au Centre de développement de l'OCDE au sein de l'Unité d'Afrique et Moyen-Orient, où il travaille sur les dynamiques de développement en Afrique avec un accent sur la productivité, les marchés du travail et l'inclusivité et les institutions. Il est titulaire d'un doctorat en économie du développement obtenu à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avant de rejoindre l'OCDE, il a acquis une solide expérience à la Banque nationale, à la Banque mondiale et à l'Agence française de développement. Et il a contribué à divers travaux sur les politiques publiques et la transformation économique des pays émergents. Merci pour votre présence, Monsieur Cinque. Il est aussi accompagné d'Estelle Gillot-Vallée, qui est une professionnelle accomplie spécialisée dans l'internationalisation des entreprises et le développement de partenariats institutionnels. Depuis janvier 2024, elle occupe le poste de déléguée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. Elle a consacré une grande partie de sa carrière à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, où elle a dirigé divers départements, notamment le Bureau Afrique et Moyen-Orient et son comité d'échange Afrique-France. Elle a également été coordinatrice du World Trade Center Paris-Île-de-France, licence de la CCI Paris-Île-de-France. Elle a débuté sa carrière au Caire, où elle est restée 8 ans au sein de groupe bancaire comme directrice de l'appui aux entreprises et à la Chambre de commerce française en Égypte. Elle est diplômée en sociologie, elle détient un master en négociation internationale, un EMS en gestion de projet et de transformation. Son expertise et son engagement ont largement contribué à renforcer les relations économiques entre la France et l'Afrique. Alors, le dernier panéliste est M. Sylvestre Didier Mabouenzela, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Il est titulaire d'un DESS et en finance et contrôle de gestion des organisations, option entreprise, obtenu à l'Université d'Orléans. Monsieur Mabouenzela a débuté sa carrière professionnelle comme directeur général dans une entreprise agroalimentaire. Il a ensuite été directeur général adjoint à la société Nyambadzila. La période coïncide avec l'admission de cette entreprise à l'Assemblée générale de la Chambre consulaire de Pointe-Nord à l'issue des élections de 1996. Monsieur Mabouenzela endossera alors le rôle de trésorier, vice-président, donc divers rôles, jusqu'à arriver au comité de direction de Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Voilà, alors voici nos panélistes. Donc, monsieur, la première question qu'on aurait pour vous par rapport au rapport qui a été émis, la note stratégique. Alors, Emmanuel, si vous permettez, oui, je bien pense sûr. qu'on va d'abord laisser Limazi faire la présentation de la Oui, je voulais politique. justement l'inviter à le faire. OK, merci. Alors, Madame Limazi. Et
Est-ce que ça va? Madame Limazi, est-ce que ça Oui, va pour le partage? oui. Et Marie-Hélène est en train de faire le partage. Ah, d'accord, très bien. Merci à vous deux. D'accord. Est-ce que tout va bien? Je n'arrive pas à partager un grand écran, donc il va falloir faire comme ça, là. OK, Je ben, compte. allez-y, je pense qu'on Donc, il on faudrait juste y on aller. voit quand même, on Ouais. voit. Sika, vous voyez, non? Oui, oui, c'est bon, ça peut aller. OK, OK. allez-y. Merci beaucoup, Madame la modératrice, pour l'introduction. Bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de prendre part à ce webinaire et de vous présenter nos stratégies portant sur l'écosystème des PME de l'espace francophone, défis et perspectives. Ma présentation est structurée en 4 parties. D'abord, je vais exposer le contexte et problématique, ensuite la méthodologie, résultats et discussions, et enfin les principales recommandations. Contexte et pratique. Pour commencer cette première partie, il est important de de chercher à comprendre le concept de l'écosystème des PME. Dans l'espace francophone, l'écosystème des PME, à l'Observatoire de la francophonie, nous définissons l'écosystème des PME comme l'ensemble des acteurs, institutions, ressources et interactives et dynamiques qui influencent de manière directe ou indirecte la création, le développement, l'innovation et la compétitivité des PME. Dans l'espace francophone, plusieurs facteurs peuvent être identifiés comme déterminants de l'écosystème. Les facteurs tels que le temps et le coût de création d'entreprise, l'accès au financement, l'accès aux infrastructures et l'accès à la formation professionnelle et les opportunités de création, les opportunités d'intégration sur les marchés locaux et internationaux. Ces éléments structurants expliquent en partie les défis auxquels ces entreprises doivent faire face. Un constat important à soulever est que 80% des PME en Afrique francophone évoluent dans l'informel. Cette situation restreint leur accès au financement, aux subventions publiques et aux marchés informels, limitant ainsi leur potentiel de développement. Bien que confrontés à cette contrainte, les PME occupent une place essentielle dans les économies francophones. En Afrique francophone, elles représentent 90% des entreprises, génèrent entre 60 à 80% de l'emploi et contribuent à 40% du produit intérieur brut. Donc, cependant, leur plan potentiel est freiné par des obstacles majeurs comme les difficultés d'accès au financement qui touchent 40% des PME et le coût de création d'entreprises particulièrement élevé en Afrique centrale où il représente 73% du revenu national brut. Et comparé au coût au niveau du Canada qui s'élève à 0,3%.
Donc, ces constats montrent la nécessité d'un environnement favorable pour renforcer leur contribution. Bien que l'environnement des PME de l'Europe francophone et du Canada soit globalement plus favorable, des défis demeurent, notamment l'adaptation aux exigences des marchés mondiaux. C'est dans ce contexte, cette note stratégique a pour objectif d'identifier les principaux défis freinant le développement des PME dans l'espace francophone en mettant un accent particulier sur les PME d'Afrique francophone. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une méthodologie structurée basée sur des données fiables et diversifiées. La période d'étude couvre les années 2015 à 2023 afin de prendre en compte les évolutions récentes et les impacts des réformes entreprises dans cette période. Les zones géographiques incluent Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, Europe francophone, Amérique du Nord. Et les données mobilisées proviennent des sources diversifiées telles que les données d'enquête de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, la CPCAF, et les données de la Banque mondiale, de l'OCDE, Statistique Canada et l'Union européenne. Ces données mobilisées nous ont permis de construire plusieurs indicateurs comparatifs dont les résultats sont présentés et discutés dans les sections suivantes. L'analyse du cadre réglementaire montre que les PME font face à des contraintes structurelles importantes, notamment dans la création d'entreprises. Bien que des réformes aient permis de réduire les délais et les coûts de création d'entreprises dans plusieurs pays francophones, des disparités importantes existent. Par exemple, en Afrique centrale, les délais de création restent les plus longs avec une moyenne de 25 jours en 2023, tandis que les coûts atteignent 73% du revenu national brut par habitant, ce qui constitue un frein majeur à la formalisation des PME. En plus des coûts et de l'aide de création, l'accès au financement constitue une autre contrainte majeure pour les PME dans l'espace francophone. L'analyse des sources de financement des PME en Afrique francophone en 2023 révèle que 77% d'entre elles dépendent essentiellement de leurs fonds propres pour financer leur activité, ce qui limite fortement leur capacité à innover ou à se développer. Les autres sources de financement sont très limitées. En revanche, en Europe francophone et au Canada, les PME disposent de sources de financement plus diversifiées, telles que les prêts bancaires, le crédit bail et les subventions publiques. Ces disparités montrent les défis structurels des PME africains pour accéder au financement formel. L'analyse de l'accès au crédit sur la période 2021 à 2023 montre que les PME en Afrique francophone rencontrent des difficultés tant dans la demande que dans l'obtention de prêts bancaires. Les données régionales révèlent des disparités significatives. En Afrique de l'Ouest, seulement 29% des PME ont sollicité un prêt, mais 68% de ces demandes ont été approuvées. En Afrique du Nord, 32% des PME ont formulé une demande avec un taux d'approbation de 63%. En Afrique centrale, bien que 29% aient également demandé un prêt, seulement 49% de ces demandes ont abouti. Donc, ces chiffres révèlent que même lorsque les PME formulent des demandes, elles font face à des obstacles significatifs pour accéder au financement bancaire. Donc, les principaux obstacles diffèrent selon les régions. En Afrique de l'Ouest, 42% des PME sont freinés par le manque de garantie bancaire. En Afrique centrale, 39% abandonnent les démarches à cause de la complexité administrative. Et en Afrique du Nord, 37% sont dissuadés par les taux d'intérêt élevés. Ces freins se répercutent également sur l'adoption des technologies numériques. L'analyse de l'utilisation des technologies numériques révèle que 88% des PME d'Afrique francophone ont adopté au moins un outil numérique.
Toutefois, cette adoption reste concentrée sur des usages basiques, principalement la communication, marketing via les réseaux sociaux. En revanche, les technologies plus avancées telles que la finance numérique ou le stockage dans le nuage sont très peu utilisées. Les infrastructures insuffisantes et les coûts élevés figurent parmi les freins majeurs à une adoption plus large de ces technologies avancées. 65% des PME signalent des connexions Internet instables et 37% subissent des coupures fréquentes d'électricité. 41% des PME estiment que les frais d'accès à Internet sont trop élevés, tandis que 29% considèrent le coût des équipements coûteux. Donc, en plus de ces défis technologiques, les PME font face à d'autres difficultés, notamment dans le recrutement de personnel qualifié. Environ 37% des PME en Afrique francophone rencontrent des difficultés pour recruter en raison de l'incertitude économique, de l'inadéquation formation-emploi et d'une disponibilité limitée de candidats qualifiés, particulièrement en milieu rural. En Europe francophone, 29% des PME font également face à des difficultés d'embauche dues à un manque de personnel qualifié. Donc, pour remédier à ces difficultés, certains PME investissent dans des formations professionnelles. L'analyse de l'accès à la formation professionnelle montre que seulement 23% des PME en Afrique francophone offrent des formations à leurs employés, contre 48% en Europe francophone. Donc, cet écart s'explique en partie par des politiques structurées comme l'agenda européen pour les compétences, qui soutient activement la formation continue. En Afrique francophone, des initiatives existent, notamment des partenariats publics-privés et des programmes de formation par alternance, mais elles demeurent fragmentées et encore insuffisantes pour répondre aux besoins du tissu entrepreneurial. Ces disparités sont également visibles dans les taux de participation des PME à l'exportation. En Afrique francophone, les PME participent très peu aux activités d'exportation. Donc, par exemple, en Afrique de l'Ouest, la participation est passée de 15% en 2018 à seulement 11% en 2023. Cette faible participation est due à plusieurs obstacles. Les principaux obstacles à l'exportation incluent des difficultés de financement, des limitations en capacité de production et un manque de soutien gouvernemental. Ces barrières rendent difficile l'accès des PME au marché international. Donc, ces constats nous amènent à formuler des recommandations pour surmonter ces défis. Pour améliorer l'environnement des PME en Afrique francophone, il est nécessaire de réduire les coûts de création d'entreprises pour encourager la transition vers le formel, de créer des fonds de garantie nationaux et de simplifier les démarches pour accéder aux prêts, de fournir des subventions pour les technologies numériques et d'offrir des formations adaptées, de réformer les procédures douanières pour réduire les coûts à l'exportation. En Europe francophone et au Canada, les priorités sont différentes. Dans ces régions, il est essentiel de renforcer les compétences à travers des programmes de formation continue, en particulier sur la numérisation et l'innovation, d'encourager des partenariats avec les PME africaines pour développer des projets d'innovation et de faciliter les transferts de technologies. Également, offrir des incitations fiscales pour les PME engagées dans des collaborations internationales. Donc, la mise en œuvre de toutes ces recommandations pourrait non seulement améliorer l'écosystème et la compétitivité des PME, mais également stimuler la croissance économique durable dans l'ensemble de l'espace francophone. Avant de clore cette présentation, je tiens à préciser que les indicateurs présentés dans cette note ont servi à construire un indice synthétique de la qualité de l'écosystème des PME dans l'espace francophone,
Cet indice est disponible sur la plateforme de l'OFIE et je vous invite à le consulter pour explorer plus en détail les résultats. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour les échanges. Alors, merci beaucoup, Madame Imazi. En gros, je retiens que le rôle crucial en Afrique des PME, le défi d'adaptation. J'ai fait des liens entre la difficulté dans la création d'entreprises par rapport à l'accès Internet. Alors, on le sent pour la création d'entreprises. Je l'ai senti aussi à l'accès à l'information et la facilitation aussi pour faire des formations, pour aussi interagir entre PME et ça aiderait aussi pour l'exportation. Alors, je voudrais, c'est un rapport très intéressant et je voudrais passer la parole à un de nos panélistes. Est-ce que M. Chinkwe serait disponible pour rebondir là-dessus? Oui, tout à fait. Merci, Emmanuel. Oui, c'était effectivement une note très intéressante. Je voudrais bien mettre lié avec le travail qu'on a fait à l'OCDE, au Centre de développement, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Il s'agit du rapport annuel 2024, Dynamique du développement en Afrique. Et le thème de ce rapport, c'était les compétences, l'emploi pour un marché de travail plus productif et inclusif en Afrique. Et effectivement, nous avons vu dans la présentation que le manque de compétences et de formations, surtout pour le secteur numérique aussi, pour les PME, c'est un enjeu très, très important. Juste pour vous donner un peu plus de contexte, dans ce rapport, dans le rapport dynamique de développement en Afrique, nous avons trouvé que l'Afrique, les économies africaines ont eu un progrès éducatif, mais nous avons trouvé aussi qu'il y a toujours un décalage entre les aspirations et la réalité. Comme Dr Limazi avait bien mis en valeur, il y a une grosse partie des travailleurs et des entreprises qui sont dans l'informalité. Le rapport montre que plus que 80% des jeunes diplômés africains travaillent dans le secteur informel. Et ce décalage entre aspirations s'est traduit aussi dans le sens que ceux qui sortent des écoles souhaitent travailler avec un emploi hautement qualifié. Alors que on trouve que c'est 80% de ces personnes, ces étudiants, alors que seulement 8% entre eux parviennent à concrétiser cette aspiration. Vous voyez, ce décalage, c'est très important et ça explique aussi pourquoi une grosse partie des Africains souhaitent émigrer même à l'étranger. En même temps, il y a des très belles tendances qu'il faut prendre en compte aussi dans le continent africain. C'est par exemple la révolution numérique qui aussi touche directement les PME. Depuis 2007, pour faire un exemple concret, depuis 2007, il y a une révolution des paiements mobiles. En 2023, plus que 850 millions, il y avait plus que 850 millions de comptes des paiements mobiles. C'est la chiffre la plus élevée au monde en Afrique par rapport aux autres continents. 850 millions, c'est presque, on peut dire presque chaque personne, chaque Africain détient un compte de paiement mobile. Et ce développement massif des paiements mobiles a permis pas seulement d'élargir l'accès aux services financiers pour les individus, la population non bancarisée, mais aussi pour les PME, a permis d'avoir un nouveau modèle commercial et d'accès au financement et d'accès au paiement. On a un autre exemple très intéressant toujours dans le développement numérique, c'est que
en Afrique en 2018, aujourd'hui c'est beaucoup plus, il y avait déjà 500 startups, souvent des PME, dans le FinTech et plus que 640 pôles technologiques, c'est ce qu'on appelle Tech Hubs, qui a été développé dans les continents. Par contre, le docteur Limazi l'a bien expliqué, il y a toujours des très forts écarts entre le potentiel de développement du numérique et nous avons individué même deux types d'écarts très importants. Premier écart, c'est entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. En moyenne, dans 11 pays francophones africains, nous avons trouvé que 69% des grandes entreprises utilisent leur site web pour leur pour leur affaires. 69% contre 37% des moyennes entreprises et seulement 17% des petites entreprises. Deuxième type d'écart, c'est l'écart entre l'offre et la demande de compétences. L'offre, c'est-à-dire la disponibilité des compétences numériques dans la population et la demande des entreprises. Le rapport montrait effectivement qu'il y avait les rapports et la note présentée, que les PME adoptent des technologies numériques plus basiques, hein, des communications comme l'utilisation d'Internet, etc. Alors que les options plus avancées sont plutôt utilisées par les grandes entreprises. Et cette analyse, effectivement, est aussi complémentaire à ce qu'on a fait dans le rapport de dynamique de développement en Afrique en 2024, où nous avons catégorisé les différents types de compétences numériques par niveau des compétences basiques, intermédiaires et avancées, et analysé l'écart entre la demande de ces compétences d'ici 2023, d'ici 2030, pardon, donc un futur proche, et l'offre actuelle. Et le rapport montre que bien que la majeure partie de la demande des compétences numériques portera sur des compétences de base, 70% des emplois auront besoin d'avoir des compétences comme envoyer des courriels, chercher sur Internet, téléconférences, communication, etc. Par contre, le grand écart existe dans les compétences intermédiaires, c'est-à-dire utilisation de plusieurs appareils, logiciels financiers, commerce électronique, médias, etc. Et dans les compétences avancées, coding, l'intelligence artificielle, etc. Pour vous dire, 23% des emplois nécessitent des compétences numériques intermédiaires d'ici 2030. Alors, aujourd'hui, seulement 5% des jeunes adultes possèdent ce type de compétences. Donc, vous voyez, ce type d'écart, c'est très important. Et bien sûr, il existe, comme le docteur l'avait présenté, il existe plusieurs types de défis, mais le manque de compétences et de formations, effectivement, c'est quelque chose de transversal en tous ces types pour tout type d'avancement et possibilité d'augmenter la productivité des petites et moyennes entreprises africaines. On vous entend pas. Emmanuel, on vous entend pas? Merci beaucoup pour le partage de réflexion. Je vous remercie beaucoup sur le rapport, en fait, sur la note qui avait été préparée par Mme Limazi. Je voudrais voir si d'autres panélistes souhaiteraient rebondir aussi par rapport à cette question. C'est tout calme. Je peux prendre la suite si vous le permettez. Effectivement, les éléments qui ont été détaillés par le docteur Limazi mettent en avant les freins, les défis que rencontrent les PME, principalement dans les pays francophones en Afrique, mais il faut pas exclure le fait que les PME également
en Europe francophone ont aussi un certain nombre de freins qui ont été soulignés et qui, en fait, montrent que c'est intrinsèque au statut de la PME. Il y a un effet limitant à l'accès à la formation, à l'accès à un certain nombre d'outils, à l'accès au financement, du fait qu'on est petit. Et ça crée aussi une limite dans la capacité à faire grossir, à faire croître son entreprise et à les développer. La différence, c'est sans doute que dans les pays d'Europe francophone, l'environnement, l'écosystème, et c'est sur ça que moi j'aimerais mettre un peu l'accent, il est beaucoup plus favorable à lever ces freins qui concernent les TPE et les PME, parce qu'on a pris peut-être davantage la mesure de la force économique que représentent ces entreprises, même si elles sont de petite taille, et donc il y a davantage d'initiatives publiques ou privées qui ont été mises en place pour les soutenir. Alors que en Afrique francophone, dans ce qui a été constaté au travers des enquêtes et dans le baromètre d'opinion des PME que la CPC-CAF publie depuis une dizaine d'années, ça ressort de façon tout à fait notoire que l'infrastructure dans le domaine du numérique est cruciale. C'est-à-dire que quand bien même vous allez réussir à vous former, à vouloir mettre en place un site internet et à le développer, quand vous êtes une petite structure, vous êtes confronté à la non-maîtrise des infrastructures dont votre pays dispose. Et ça, c'est un vrai frein sur lequel une TPE-PME n'a pas la main. Elle ne peut rien faire. Nous, à l'échelle des chambres, on peut porter des plaidoyers. Et les rapports qui sont faits au niveau de l'Observatoire ou de l'OCDE doivent aider à en faire prendre conscience, mais c'est limitant. Alors, ça l'est probablement moins pour des grandes structures parce qu'elles vont avoir des moyens qui vont permettre de pallier les difficultés, lever ces freins avec d'autres... de l'investissement, hein, tout simplement avec des supports peut-être plus performants qui les rendent moins dépendants en fait des aléas des infrastructures locales. Donc ça, pour moi, c'est un élément qu'il faut lever, qu'il faut souligner et qui a été dit. Mais ça ne vient pas que de l'entreprise elle-même, hein, ça dépend aussi vraiment de l'écosystème dans lequel elles sont. Je pense qu'il y a un autre frein important. Alors c'est vrai par rapport à la formation, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des autres thématiques, que ce soit notamment pour le volet de l'internationalisation ou l'accès aux outils, c'est l'accès à l'information. Les TPE, PME, ce sont des petites structures avec des moyens notamment humains limités, et on le voit aussi dans les pays d'Europe francophone ou au Canada. Le fait d'être une petite structure, vous ne pouvez pas vous démultiplier et être sur tous les sujets en même temps. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas forcément la possibilité d'aller chercher cette information. Et donc là, on a un rôle, je dirais, important à jouer pour lever ce frein. Nous, au niveau des réseaux consulaires, c'est d'être très proactif en mettant à disposition des entreprises ces informations-là pour qu'elles puissent gagner du temps dans la recherche de toutes les parties clés qui vont leur permettre d'accéder au financement et de trouver les bons leviers pour financer leur activité et accéder à des investissements, trouver des débouchés, se former, hein, puisque les chambres sont aussi des lieux de formation et de rencontre entre les besoins des entreprises et les compétences qu'il faut mettre en avant auprès des jeunes. Et on reviendra, je pense, tout à l'heure sur les solutions qui sont
proposer les préconisations qui sont faites. Mais voilà, cet aspect-là aussi pour moi est important. L'accès à l'information est un frein pour les entreprises. La digitalisation et la maîtrise des outils, nous, on le constate au niveau des études qui ont été faites et qui ont été soulignées également très bien dans cette analyse. L'utilisation de ces outils est très peu équivalent, qu'on soit une grosse structure ou une petite. Les petites structures vont beaucoup utiliser, on le voit dans le développement, les outils numériques pour la relation client. Tout ce qui est démarche commerciale, ça c'est très utilisé par les réseaux sociaux, le courriel évidemment. Le portable est un outil bureautique à part entière d'une TPE-PME. On travaille à partir d'un téléphone portable beaucoup plus qu'à partir d'un ordinateur. Et ça, c'est en termes d'adaptabilité des outils, c'est important à avoir en tête. Enfin, sur la partie internationalisation, il y a un frein effectivement énorme dans l'accès aux marchés internationaux ce frein, il est multiple. Il est la capacité déjà à répondre à son marché local et de pouvoir envisager ensuite d'internationaliser son entreprise en prenant en compte un certain nombre de critères qui sont la capacité à répondre à des normes qui ne sont pas celles du pays, qui ne sont pas des normes nationales, maîtriser aussi les règles du commerce international en termes de contrats, en termes de mode de financement, sur les aspects logistiques, sur les aspects de normes et de certification, on l'a évoqué. Il faut apprendre à maîtriser tout ça. Je ne parle pas aussi des aspects interculturels qui sont fondamentaux dans la relation commerciale. Donc ça, ces freins sont là. Et puis, évidemment, celui qui a été mis en avant depuis le début et qui est le frein majeur, c'est l'accès au financement et aux différents moyens d'investir en fait dans la démarche de l'exportation. Alors, je pense que les autres, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je suis sûre qu'il y a d'autres informations pour compléter ces aspects. On n'a pas trop parlé de la partie création d'entreprise et du fait qu'il faut basculer. C'est un enjeu énorme. La partie informelle de l'économie des pays africains, elle a multiples raisons. La première, c'est probablement que l'entrepreneuriat, il est compris comme un entrepreneuriat de nécessité, ce qui est vraiment souligné souvent dans l'entrepreneuriat féminin. C'est un entrepreneuriat de subsistance et donc on n'est pas dans une logique de structurer son activité. Ça, c'est l'étape, je dirais presque 2. Et puis, les lourdeurs administratives ou les freins qui sont liés à l'administration vont faire que on va finalement préférer rester dans le milieu informel que d'aller au bout. Et là encore, je pense que les chambres ont leur rôle à jouer pour accompagner les porteurs de projets vers une structuration, parce que la digitalisation est très importante, faciliter la démarche de création d'entreprise par le digital, c'est, je pense, une avancée qui est énorme, mais je pense que le point de vigilance à ça, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le besoin d'être accompagné dans cette démarche de création d'entreprise. On peut être porteur d'un projet qui n'est pas viable. Et si vous mettez, comme dans certains pays, je crois le Bénin, en quelques jours, vous pouvez créer votre entreprise. Mais derrière, si votre projet n'est pas viable, que vous n'avez pas un plan de développement solide, votre entreprise, elle n'arrivera pas à se développer. Donc, cet écosystème-là, je pense que c'est vraiment le terme clé, c'est quel écosystème les entreprises ont pour vraiment se développer et prospérer.
Merci beaucoup. Merci, Madame Gillot. J'aimerais maintenant passer la parole à Monsieur Mavouenzela pour avoir des exemples concrets d'actions menées dans une chambre de commerce, des constats sur les principaux enjeux auxquels les PME sont confrontées par la mise en place de programmes de soutien aux PME. Que cette question vous intéresse, Monsieur Mavouenzela, à titre de chambre de commerce? Oui, merci beaucoup. Je voudrais donc vous partager notre expérience qui constitue des réponses que nous avons très modestement essayé d'apporter aux problèmes qui ont été posés ici. C'est ainsi que les PME, effectivement, ont un problème surtout d'accès à l'information parce que ne sont pas au courant de toutes les règles, des conditions, comment créer son entreprise, quels sont les facteurs de production. Et nous, au niveau de Pointe-Noire, au niveau du Congo, nous avons apporté une réponse en mettant en place une plateforme qu'on dénommait l'ISIBA, où toutes ces informations disponibles pour faire les informations réglementaires, juridiques qui régissent les affaires au Congo, on les a toutes agrégées dans une plateforme qu'on appelle l'ISIBA. Et là, ça permet à tout investisseur, à chaque entreprise, de connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour entreprendre au Congo. Nous y avons mis le profilage des départements congolais. Nous avons mis des boîtes à outils constituées par des mesures concrètes, des fiches concrètes sur la façon dont on crée une entreprise, comment on embauche, comment on importe, comment on exporte. Donc, tout ça est contenu dans une plateforme qu'on a dénommée l'ISIBA. Et cette plateforme aussi, dans cette plateforme, nous avons embarqué un outil du Centre du commerce international qui permet de donner les statistiques d'échange entre le Congo et tous les autres pays. Et en plus, cet outil du Centre du commerce international permet de calculer aussi le potentiel du commerce qu'il peut y avoir entre deux pays. Donc voilà, en matière d'information, nous y avons apporté une réponse. Je voudrais aussi, on a beaucoup parlé d'informel. Là, pour le prochain programme, le modèle que nous sommes en train de mettre en place, on va travailler pour essayer d'apporter une réponse au niveau de l'informel. L'OHADA a mis en place un statut, c'est le statut de l'entrepreneur, pour effectivement apporter une réponse au statut, au secteur, aux entreprises du secteur informel. Malheureusement, dans nos pays, cette réglementation n'est pas retranscrite dans les règlements nationaux. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est que ça soit retranscrit. Surtout, l'OHADA a prévu des forfaits. Donc, les entreprises qui accèdent au statut de l'entrepreneur sont admis au régime du forfait. Et le combat qu'au niveau du Congo, nous sommes en train de mener, c'est de retranscrire ces forfaits dans la loi fiscale congolaise. Et d'ailleurs, même quand vous voyez les coûts de création, selon que l'on choisisse le statut de l'entrepreneur ou l'entreprise individuelle ou une société, au niveau du statut de l'entrepreneur, au Congo, ça coûte 15 €, alors que si vous allez dans les entreprises traditionnelles, vous deviez payer minimum 150 €. Déjà, rien qu'en adoptant ce statut, j'ai vu que dans l'étude qui a été menée, la question de coût a été soulignée. On peut apporter cette réponse-là. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avions donc, dans un premier temps, accompagné les entreprises donc, à travers la mise à disposition de l'information, à travers l'accès au financement en mettant en place des centres de gestion agréés parce que dans les dialogues que nous avons avec les institutions financières, ils nous disent ce qu'ils reprochent aux PME. Ils reprochent aux PME le manque de fonds propres,
mais surtout aussi le fait de ne pas mettre à leur disposition une information fiable. Et pour la fiabilité de l'information, la réponse que nous avons trouvée, ce sont les centres de gestion agréés. Et donc, nous avons milité pour qu'au Congo, une loi soit prise sur les centres de gestion agréés. Je pense que ça, c'est quelque chose, les centres de gestion agréés, c'est quelque chose que nous pouvons étendre à tous les pays francophones, de même que le statut de l'entrepreneur, puisque nous avons 17 pays africains qui sont membres de l'OHADA, donc nous pouvons mener des actions pour que ce statut soit retranscrit dans les législations fiscales nationales. Donc là, on peut essayer d'apporter des réponses. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que travailler sur l'accès au financement, sur la mise à disposition de l'information, sur l'amélioration des climats des affaires ne suffisait pas. Il fallait travailler sur la maîtrise des conduites des exploitations. Parce que, et là, nous sommes en train de travailler pour mettre en place un nouveau modèle qui va partir d'une élaboration des guides de bonnes pratiques agricoles, bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène, sur la qualité, sur la méthode ACEP et sur la norme ISO 22000. Lorsqu'on aura ces guides, nous allons à l'échelle du pays former des conseillers qui auront pour mission d'implémenter ces guides dans ces entreprises. Et les entreprises qui vont implémenter ces guides, qui en plus vont respecter la réglementation, on va leur donner un label qualité. Donc, nous allons travailler à mettre en place aussi un label qualité. Et une fois que ces entreprises ont un label qualité, on va les accompagner dans la commercialisation en organisant des rencontres acheteurs-vendeurs. Donc, voilà ce que nous allons faire. Et cet accompagnement des entreprises va être poursuivi au niveau de l'emballage, parce que l'emballage est un réel problème chez nous et nous allons travailler au niveau à l'amélioration de l'emballage. Donc voilà, en fait, nous, ce sur quoi nous souhaitons travailler, je pense que c'est un modèle que nous pouvons tous améliorer et implémenter dans les PME. Voilà ce que je voulais partager comme expérience que nous menons. Merci beaucoup pour ce partage. Ça aussi, ça me laisse aussi à la prochaine question que vous avez beaucoup abordée, mais je voulais voir si vous vouliez à rajouter quelque chose par rapport aux constats et recommandations. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, moi, je crois que les recommandations, la première recommandation, je l'avais déjà évoquée lorsqu'on était en séance d'entraînement, c'est voir comment, à travers ces modèles qu'on utilise dans l'espace francophone, essayer d'avoir un modèle qui va servir à accompagner les entreprises dans la zone de libre-échange. Donc, ça, c'est un fait. Et puis, peut-être que au niveau de l'observatoire, ce que je proposerais, c'est que tous les pays partagent leur modèle d'accompagnement pour qu'on essaie de voir. Nous, en ce qui nous concerne, nous nous enrichissons aussi de l'expérience des autres. Par exemple, le label qualité, nous nous sommes inspirés de la CCI du Bénin qui a mis ça en place et d'ailleurs, c'est elle qui va nous accompagner dans la mise en place. Donc, vous voyez qu'en échangeant, on va tous améliorer nos méthodes d'accompagnement et arriver à avoir un modèle unique, je pense, dans l'espace francophone. Merci beaucoup du partage. Est-ce que Mme Gillot-Vallée aimerait aussi réagir par rapport aux constats et recommandations? Je trouve que les recommandations qui sont faites dans le cadre de cette note sont tout à fait intéressantes et ouvrent des pistes à creuser. Le fait de mettre en place, par exemple, des fonds participatifs ou des fonds d'amorçage, notamment à la création d'entreprises, sont des leviers tout à fait intéressants
Il y a des initiatives d'ailleurs de ce type qui existent déjà. Je pense notamment à Initiative internationale, je crois, le réseau Entreprendre international qui permet de mettre en place ces fonds d'amorçage. Il y a ce que mettent en place les gouvernements eux-mêmes. Je crois qu'il faut quand même, on parlait tout à l'heure, Monsieur Cinque mentionnait le nombre de startups qui existent et qui se créent, alors dans le milieu de la fintech, mais pas uniquement sur le continent africain. Il y a une dynamique en matière d'innovation qui est incroyable, une grande vitalité sur le continent. Je pense que c'est et dans les pays d'Afrique francophone en particulier, elles ne sont pas exclues du tout de cette dynamique-là. Les accompagner avec la création d'incubateurs qui créent des écosystèmes spécifiques aux startups sont effectivement des pistes intéressantes pour faciliter leur accès au financement et à l'étape de montée en puissance de l'entreprise. L'accompagnement à la structuration de filières, c'est un point, je crois, qu'il faut regarder de près. C'est-à-dire que c'est intéressant de toucher certains sujets comme on l'a abordé aujourd'hui en pointant les problématiques de formation, en pointant les problématiques d'accès aux outils numériques. Il faut, je crois, l'inscrire vraiment dans des dynamiques de création de chaînes de valeur, de structuration de filières qui permettront vraiment de monter en puissance et de façon pérenne et durable pour l'activité. Parce que c'est souvent un point, il y a pas mal de programmes de financement qui existent pour faciliter la mise en place du renforcement des compétences au niveau professionnel, par exemple. Bon, ça, si ce n'est pas pérennisé, c'est-à-dire que vous avez un financement qui va démarrer, mais au bout de 3-4 ans, le financement s'arrête et malheureusement, souvent, le projet aussi. C'est-à-dire que tout le bénéfice de la formation, par exemple, les programmes de formation, il est acquis à un moment, mais il n'est pas forcément pérennisé parce que les financements eux-mêmes n'ont pas été suffisamment peut-être engagés pour que ça dure plus longtemps. Moi, il y a une chose que j'ai trouvée intéressante dans les recommandations qu'on n'a pas évoquées là, c'est cette recommandation de développer les partenariats avec les PME africaines. Donc, ce que le président de la CPC-CAF a porté pendant sa mandature sous le terme de couplage d'entreprises. On fait du compagnonnage au niveau des chambres consulaires et lui, il a amené cette idée, ce projet de faire du couplage d'entreprise qui est en fait du partenariat en mode de co-construction, de co-investissement, mais aussi de partage de compétences, d'outils et d'innovation croisée. Donc, c'est, je pense, un axe très intéressant dans les recommandations qui ont été faites à explorer parce que c'est ce qui, je pense, au niveau de la CPC-CAF, anime le réseau, c'est de créer ces équilibres et ces échanges dans la durée entre nos pays, faire que la prospérité durable soit là. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses certainement à dire, mais ce sera pour peut-être un autre webinaire. Et en tout cas, je laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir partagé vos commentaires. Et j'aimerais bien demander à M. Cinque quelles sont les pistes d'action, les solutions concrètes à envisager pour renforcer la compétence des PME africaines et réduire le déficit évoqué dans votre intervention. Donc, ça a déjà été abordé dans ce webinaire-là, mais j'aimerais avoir votre avis détaillé, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, effectivement, je trouve que les interventions de Madame Gillot-Vallée et Monsieur Van Wensela, c'était très pertinent et complémentaire effectivement à l'analyse qui a été effectuée dans le rapport qu'on a mentionné. Euh, c'est pour ça une grosse recommandation, c'est dire d'investir dans le capital humain, bien sûr, pour le développement, mais pas seulement investir plus, mais investir mieux pour des programmes qui sont, comme Madame Gillo Vallée a dit, des programmes qui sont avec une continuité plus durable. Je vais faire un exemple concret pour les PME en Afrique. Il s'agit d'intégrer la formation et la création de la gestion des PME, des entrepreneuriats en Afrique, au système éducatif. Il y a une enquête qui a été menée auprès de 36 experts dans le Global Education Monitoring de l'UNESCO qui montre qu'effectivement le score moyen, on a un score entre 0 et 5, le score moyen des pays africains de l'intégration, le score d'intégration des formations de base des entrepreneuriats pour les PME, c'est de 2,5 en Afrique. Contre presque 4 dans les pays hauts revenus. Pour un titre de comparaison, au Canada, c'est 3,4. Donc, même au Canada, il y a une forte comment dire, marge d'amélioration aussi dans ce pays. Et deuxième point que je pense est très important, et c'était déjà mentionné, c'était d'aligner la formation, on peut dire théorique, avec les besoins du marché. Dans ces cas-là, effectivement, il s'agit de renforcer la collaboration avec le secteur privé. Je pense, par exemple, à un renforcement des formations au programme d'enseignement technique et professionnel, et pour impliquer le secteur privé dans l'élaboration des curricula, dans la modernisation des programmes. J'ai continué effectivement sur l'exemple des compétences digitales qui, dans ce cas-là, ça peut être renforcé encore plus. Et par contre, c'est plus simple à dire qu'à faire parce que pour vous donner un chiffre concret, on trouve que seulement 30% des formateurs dans les instituts de formation technique et professionnelle ont eu une expérience dans une entreprise. Vous voyez du coup le décalage entre c'est ce qu'on peut apprendre à l'école et c'est ce qu'on peut apprendre dans une entreprise. Dans ces cas-là, effectivement, je reviens sur la politique que j'avais, sur la solution que j'avais mentionnée. Il s'agit effectivement d'intégrer encore plus dans les curricula des formations et d'entrepreneuriat. Et au final, oui, je suis 100% d'accord avec les solutions qui ont été proposées, qu'on peut enlever les obstacles à l'amélioration de l'accès euh, au numérique des PME, même avec un accompagnement technique, des programmes de sensibilisation, d'appui technique pour les petites entreprises. Il s'agit vraiment de fournir plus de compétences à ces entreprises et pour pouvoir aussi créer un effet levier. Je fais un exemple, ce n'est pas dans l'espace francophone d'Afrique, mais vous connaissez peut-être tous Nollywood en Nigeria, qui a créé plus d'1 million d'emplois dans l'industrie audiovisuelle. Et c'était effectivement un très bon exemple des politiques concrètes d'accompagnement qui ont aidé à booster avec des financements de petites entreprises, avec des appuis techniques et créer effectivement un écosystème très florissant. Maintenant, on peut dire c'est une industrie globale qui s'affirme dans le cinéma international. Merci beaucoup de l'explication. Je voudrais revenir à Dr. Limazi pour lui demander ce qu'elle pense des interventions, des constats, des recommandations qui ont été mises par le panel. Alors, à savoir pourquoi il est important pour les décideurs de se baser sur les données pour établir des politiques publiques qui soutiennent les PME.
Madame Limazi. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Et les recommandations proposées par les panélistes sont très riches. Et je pense que les thèmes seront utilisés pour améliorer notre stratégie dans les prochaines éditions parce que actuellement, je suis en train de travailler sur l'effet de l'utilisation des technologies numériques sur la compétitivité des PME dans l'espace Afrique francophone. Donc, ces recommandations vraiment sont très riches et on exhorte vivement les politiques à s'appuyer sur ces recommandations pour pouvoir améliorer l'écosystème des PME dans l'espace francophone en particulier. Et parmi les recommandations qui ont été formulées dans cette note stratégique, j'ai une proposition par rapport à comment quelle stratégie adopter pour pouvoir booster, pour pouvoir améliorer l'écosystème de PME, surtout dans l'espace francophone. Et la recommandation qui me semble la plus stratégique et la plus urgente à mettre en œuvre est selon moi la création ou le renforcement des guichets uniques territoriaux dédiés aux PME. Donc, je me dis la mise en œuvre de ces guichets vont permettre de centraliser les services essentiels à la vie d'une entreprise tels que la formalisation, l'accès au financement, l'accompagnement technique, la formation, la digitalisation. Donc, tout en assurant une proximité avec les entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, l'un des freins majeurs que nous avons identifié, c'est la réglementation des dispositifs d'appui et la faible visibilité de l'écosystème. Donc, un guichet unique bien structuré et bien coordonné avec les acteurs publics, privés et consulaires permettrait de simplifier les démarches et de mieux orienter les porteurs de projets et surtout de renforcer l'inclusion économique, notamment pour les jeunes et les femmes. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information-là. On a une question de la part du public. Quelqu'un nous a écoutés et il voudrait savoir, cette personne, elle voudrait savoir, c'est dit que l'environnement entrepreneurial anglophone est plus accessible. Par exemple, les procédures, le financement, les outils. Est-ce que vous faites les mêmes constats? Et qu'est-ce qui pourrait être fait dans l'espace francophone? Quelqu'un veut prendre la balle? La question est pour M. Chinkwe. Oui, effectivement, il y a des pays qui sont, je peux faire par exemple l'exemple concret dans le secteur numérique. Il y a des pays qui sont des champions, on peut dire, du secteur digital, comme le Kenya, mais même, pas seulement, aussi l'Afrique du Sud et même dans l'Afrique du Nord, l'Égypte. Il y a une grosse divergence. Il faut dire que il faut pas seulement se concentrer sur la question des différences avec les pays anglophones, parce que, comme Monsieur Didier Maurizel a proposé, une possible solution à combler cet écart qui c'est souvent sectoriel, hein, on peut dire, c'est pas seulement dans certains, ce n'est pas seulement, il y a des gros avantages, même par exemple dans le secteur agroalimentaire des pays francophones, c'est une intégration encore plus forte au niveau continental. Je pense au ZLECAf, qui a été mentionné, c'est essentiel dans cette démarche, et accompagner les PME francophones dans l'intégration de politiques et toute la partie législative liée aux ZLECAf est quelque chose qui est essentiel pour intégrer et effectivement utiliser, comment dire,
exploiter les gros avantages comparatifs de chaque pays. Donc, je pourrais dire que c'est une solution, c'est de pousser ce côté-là d'intégration continentale au-delà de l'intégration régionale. Merci. Est-ce que Mme Gillot-Vallet aimerait ajouter quelque chose sur ce sujet-là, dans l'accompagnement des PME? Vous estimez avoir fait le tour de la question? On n'a jamais fait le tour de la question. Non, moi, je voudrais mettre un petit point de vigilance sur le fait que, effectivement, les dispositifs souvent manquent de lisibilité pour les entreprises. Elles ont du mal à identifier. Dr Limazi vient d'évoquer le fait de mettre en place un guichet unique. Et souvent, ces guichets uniques, en fait, ils existent, hein. Une chambre de commerce est le guichet unique des entreprises, en fait. Puisqu'une chambre, ça accompagne de la création à la transmission de l'entreprise en passant par toutes les étapes de développement de l'entreprise. Quand la chambre en a les moyens de mettre en œuvre l'ensemble de ces missions. Donc, renforcer des structures existantes, moi, je dirais que c'est un peu l'enjeu, c'est de renforcer l'existant plutôt que de recréer à côté. On a beaucoup, moi je constate ça dans beaucoup de pays, on veut faire des choses pour encourager le financement, pour faciliter la création d'entreprises, pour former la digitalisation, pour le développement international, et on crée des structures à chaque fois spécifiques pour accompagner. Pour l'entreprise, ça devient très compliqué de se retrouver je vis en France, donc je sais de quoi je parle. En matière de millefeuille, on est très fort. On est des spécialistes du millefeuille. Et pas qu'en gastronomie. C'est compliqué parce qu'on n'arrive plus à voir. Donc, il vaut mieux avoir une structure clairement identifiée. Prenons les chambres consulaires, elles existent pour certaines depuis 200 ans, avec cette mission-là, d'être la maison de l'entreprise. Et les chambres sont au cœur d'un écosystème. Elles ne font pas toutes seules, elles travaillent jamais seules. Elles sont en lien avec plein d'acteurs qui ont leur spécialisation et leur expertise et qui permettent à l'entreprise d'activer les leviers et les bonnes informations au moment où ils en ont besoin. Pour moi, ça, c'est un système idéal, efficace, parce que sinon, vous allez voir telle organisation pour la partie export, telle organisation pour le financement, telle organisation pour la création, telle organisation parce que vous êtes une start-up et qu'il faut... Ça ne veut pas dire que les chambres doivent tout faire, hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en termes d'approche de guichet, de dire où est-ce que je vais pour avoir toutes ces infos, je vais me renseigner au niveau de ma chambre, commerce, agriculture, artisanat, ce que vous voulez. Et là, vous avez, et c'est un enjeu fort pour nous, d'avoir des collaborateurs formés qui sont complètement intégrés à leur écosystème et qui sont en capacité d'informer, accompagner, orienter l'entreprise et leur faire gagner un temps fou. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est probablement une des denrées les plus rares et les plus chères, le temps. Merci pour les explications. J'aimerais passer à une autre question qui vient toujours du public. C'est à savoir quelle approche les pays en développement devraient-ils adopter pour instaurer un climat de confiance et des affaires à l'implantation des PME? Donc, la question pour M. Mabouenzela. Merci. En fait, ce qu'il faut, c'est que les pays, notamment les pays africains, travaillent à faciliter le développement des PME. Le problème, c'est que moi, je pense que
l'administration a deux types de pouvoirs. Il y a un pouvoir qui est bloquant et il y a un pouvoir qui est favorisant. Et le problème, c'est que l'administration a trop tendance, notamment en Afrique, à utiliser son pouvoir bloquant. Ce qui fait que aujourd'hui, ça bloque le développement des PME. Moi, je prends un exemple sur la création des entreprises. Aujourd'hui, chez nous, le guichet unique de création est un organe qui est géré par les pouvoirs publics. Et lorsque une PME, une entreprise, quelqu'un, un primo-entrepreneur va pour créer son entreprise, mais on ne lui donne pas le bon conseil de choisir le statut de l'entrepreneur parce qu'il coûte moins cher et l'État favorise euh, la rentrée maximale d'argent et il propose parfois un statut non pas dans l'intérêt de l'entrepreneur, mais dans l'intérêt de ce que la structure étatique va percevoir. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons résolu, nous, même de travailler avec un certain nombre de structures d'appui qui sont en relation avec nous, mais de leur transmettre la compétence d'accompagnement à la création d'entreprises, de telle sorte qu'elles conseillent le bon format à prendre pour l'entreprise, parce que lorsque une entreprise est dans le statut, a choisi le statut de l'entrepreneur, elle est à l'abri de plusieurs tracasseries parce qu'elle est au régime du forfait. Donc, pour moi, le statut de l'entrepreneur, c'est un SAS qui permet aux jeunes entrepreneurs de se développer et pour que, après qu'il ait les forces nécessaires de s'attaquer à l'environnement qui n'est pas toujours favorisant pour les PME. Donc, moi, j'insiste sur le fait que il faut favoriser la création, le développement des PME en favorisant, en allégeant les charges qui pèsent sur les PME. Donc, il faut moins de bureaucratie, moins de parafiscalité, faciliter l'accès au financement pour que finalement les PME puissent se développer. Je vous remercie. On arrive à on a passé la période de questions, on arrive au tour de table finale, donc qui va être un peu plus rapide. J'aimerais voir en fait quelques mots, un conseil, un souhait pour la suite que vous avez pour les PME. Qui se lance? Écoutez, comme j'avais la parole, je veux poursuivre. Moi, le souhait, effectivement, c'est qu'on essaie de construire un écosystème parce que les PME ont besoin d'un environnement adéquat, mais il faut du lobbying pour pouvoir arriver à mettre, notamment en Afrique, cet environnement. Et donc aussi, il faut former les chambres, dont aussi c'est le rôle, à la nécessité de faire du lobbying. Il faut des compétences pour pouvoir faire ce lobbying-là, pour que finalement l'environnement dans lequel les PME évoluent puisse s'améliorer. Voilà, moi, en mot de fin, ce que je voulais dire, c'est renforcer les capacités des chambres pour qu'elles-mêmes soient en capacité d'accompagner les PME. Merci. Et ensuite, qui se lance? Mais, je voudrais bien mettre un peu, chercher de créer une vision future, parce que c'est ce qu'on a cherché aussi de faire dans le travail dynamique de développement en Afrique. Il faut savoir qu'il y a des macro-tendances et qui vont toucher directement aussi les PME, c'est-à-dire la croissance démographique africaine peut être un enjeu de développement, c'est-à-dire que, par exemple, si on montre la formation, investissement dans l'éducation, si tous les jeunes Africains maîtrisent
des compétences de base, on estime que le PIB pourrait être multiplié par 22. Et dans ce cas-là, si on pense que 90% des entreprises africaines sont des PME ou des micro-entreprises, donc il faudra vraiment viser le développement des compétences, la création des infrastructures qui permettent aussi pas seulement de prospérer, mais aussi d'y créer une vision à long terme. Vous imaginez quand il y a des coupures d'électricité 8 à 9 fois par mois, euh, c'est plus difficile de planifier, même dans les prochains jours, la production. Donc, investissement dans l'infrastructure, investissement dans l'éducation et créer aussi un environnement qui soit favorable au développement des entreprises avec une vision aussi, je peux dire, parce qu'on n'a pas trop en parlé, une vision un peu plus inclusive pour penser aussi à aider la création d'entreprises par les femmes, aider la création d'entreprises, surtout de micro-entrepreneurs. Oui, c'est bien vrai. Puis le fait que les femmes soient entrepreneurs, ça leur donne un certain pouvoir qu'elles n'auraient pas sinon et qui sont tournées sur plusieurs enjeux essentiels de développement. Alors, merci pour cela. Puis, on arrive au mot de la fin et les remerciements. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Prince pour les faire. Ben, merci beaucoup. Merci Emmanuel pour cette animation extrêmement dynamique et productive. Chacun essaye de donner sa couleur, sa patte à l'animation et vous avez donné la vôtre et je vous en remercie très sincèrement. J'aimerais simplement rappeler que la note qui a été présentée est le résultat d'une plateforme de données de l'OFE. L'OFE a une plateforme de données où nous avons toute une série de données qui sont disponibles. Alors, je vous invite à les consulter. L'IMASI l'a fait et l'IMASI fait partie du groupe d'experts, de jeunes experts qui travaillent sur cette plateforme. Et à partir de cette plateforme, nous produisons des notes stratégiques. Il y a certainement des sujets auxquels on ne pense pas forcément. Donc, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez qu'on consacre nos webinaires, ils sont les bienvenus. On va les analyser et puis essayer de voir ce qu'on est en capacité de faire. J'aimerais remercier la CPCK pour cette contribution. Comme vous l'avez vu, ce sont les données, les travaux de la CPCAF qui ont alimenté la plateforme et qui ont alimenté la note stratégique. Donc, la CPCAF, la présence de la CPCAF était centrale aujourd'hui pour ce webinaire-là. Et je remercie à travers la CPCAF le réseau des chambres consulaires, chambres de commerce et consulaires de tout l'espace francophone et Monsieur Mavenzela qui a accepté très gentiment, très spontanément de participer à ce webinaire. Merci infiniment, merci beaucoup. Et je remercie bien évidemment le Centre de développement de l'OCDE qui est notre partenaire dans le cadre de ce webinaire et à travers le centre Andrea et Julia qui est cachée quelque part, qui nous a soutenus, avec Federico qui est également caché quelque part. Alors, je les remercie très sincèrement pour leur collaboration et leur soutien dans le cadre de ce webinaire. Nous allons poursuivre le webinaire dans les prochains mois, mais nous allons prendre une petite pause pour essayer d'avancer sur d'autres projets. Comme vous savez, l'Observatoire pilote pas mal de projets en même temps. Et en ce moment, toute l'équipe est mobilisée sur les préparatifs en vue de la prochaine conférence internationale sur la francophonie économique que nous sommes en train de préparer déjà. Et cette conférence portera sur la mobilité économique dans l'espace francophone. Alors, si vous avez des suggestions, propositions, contributions, ils sont tous les bienvenus.
Alors, je pense n'avoir oublié personne. J'aimerais, avant de terminer, remercier ma petite équipe, Ndia et puis Marie-Hélène, qui ont été à pied d'œuvre pour permettre la tenue de ce webinaire. C'est extrêmement important. Je les remercie. Sans elles, je ne serais pas capable de faire ce que je fais là. Alors, merci beaucoup à elles. Et merci, un spécial merci à Limazi qui, malgré les problèmes de connexion, a été à la hauteur de l'événement. Merci beaucoup, Limazi. Cela démontre un peu les difficultés que nous avons encore sur le continent africain et qui freinent le développement de nos PME. Si on n'a pas la connexion Internet, si l'électricité n'est pas au rendez-vous, c'est difficile de faire des affaires dans de bonnes conditions. Et un merci spécial, je finis là, à Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette brillante animation. Et merci à tous. On espère vous retrouver bientôt. Je remarque que le nombre de participations augmente de webinaire en webinaire. Aujourd'hui, la participation a été particulièrement intéressante. À un certain moment, on est monté jusqu'à 100 et quelques. Donc, merci beaucoup. Ça veut dire que ce que nous faisons est utile. Nous allons continuer à le faire. Et merci aux uns et aux autres de contribuer au développement et à l'épanouissement de la francophonie économique. Merci et puis à bientôt.